Bonjour à tous. Pour me présenter vite fait, parce que j'ai pas trop pensé à faire ma promo, mais du coup, moi, c'est Hugo Briand. J'ai bossé pendant longtemps dans une agence digitale, qui s'appelle Equino et notamment j'étais, CTO. J'ai beaucoup bossé sur les processus de développement, sur la partie, d'une part, sécurité des processus de développement et puis, bah, quand l'IA générative est arrivée, l'impact de l'IA générative sur ces process de dev. Depuis, je suis indépendant. J'accompagne à la fois les startups sur le scaling de leurs équipes et plutôt les fonds, les VC ou les processus de M&A sur tout ce qui va être due diligence technologique. Donc encore une fois, beaucoup sur les aspects de process, avec un peu cette idée d'adapter le process aussi à l'équipe, et d'avoir, quelque chose qui est pragmatique par rapport aux besoins, qu'on va rencontrer. Donc, je voulais vous parler un peu de l'impact de l'IA sur les processus de développement, logiciel. Donc effectivement, il y a eu l'émergence des assistants IA, on l'a vu là tout à l'heure avec, d'une part, la possibilité d'intégrer, les agents d'IA, enfin l'IA, sur différentes étapes, notamment le planning, du développement, l'intégration dans le code, mais il y a d'autres étapes dans le développement logiciel. On a aussi la possibilité effectivement d'utiliser, des IA en local. Donc il y a plein de choses qui sont possibles avec ça. Hem Et donc ce que je voulais faire, c'était voir un petit peu, les, différentes étapes du processus, de développement, et comparer ce que, ça permet, d'apporter ou pas. Donc d'abord, on a commencé par, faire une méthodologie, on a essayé d'analyser les différents outils et les étapes où ils pouvaient intervenir. Alors pour, toute transparence, cette méthodo, cette, analyse, on l'avait faite il y a 1 an et demi, 2 ans. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien que les outils aient évolué, l'impact sur le process n'a pas tant changé que ça, parce que le process est à peu près resté le même. Donc on peut garder un peu ces aspects-là. Ce qui est probable, c'est que, les métriques qu'on a mesurées ont changé. Parce que, la facilité d'usage des outils a changé, parce que, la pertinence et la performance des outils a changé aussi. Donc, première étude, on analyse les différents outils, on fait un benchmark. Bah, typiquement, le benchmark qu'on a fait, il est complètement différent aujourd'hui. Et ensuite, on fait un test pratique sur, une analyse, on va dire à la fois, quantitative et qualitative, des différents, aspects. Donc il y avait une 1re étape qui était on a testé de faire, le même processus de dev, par, 2 développeurs, un avec IA, un sans IA et puis on compare le temps qu'ils mettent. Ils sont à peu près au même niveau de seniorité, même connaissance sur le projet. Ça, c'est la première partie très, analyse, on va dire, micro. On a une version un peu plus macro ensuite où on a fait tester, les outils de dev par IA à un ensemble, une population de développeurs et là, on a fait un sondage, donc c'est beaucoup plus subjectif en termes de retour, mais pour mesurer un petit peu l'impact que ça avait sur leur, parcours de développement. Donc avec ça, on a à la fois des données un peu plus, quantitatives en termes de quantité de données, on va dire, parce qu'on a une population de tests qui est plus vaste. On a aussi un truc un peu plus précis, quand on fait, le test, en comparant le processus de 2 développeurs. Dans un parcours de dev, vous le connaissez, il y a une partie, idéation, conception, dans le parcours de dev, je peux intégrer aussi la partie UX/UI, pourquoi pas, mais ça peut être aussi la partie plan qu'on a vu, tout à l'heure, que Simone nous a présenté. Ça peut être aussi, vraiment une partie, design, conception, documentation, schéma d'architecture. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent rentrer là-dedans. Ensuite, il y a la partie développement. L'architecture, elle est un peu à mi-chemin entre les 2, mais il y a aussi une partie de documentation a posteriori du code qui va être intéressante, notamment avec des outils d'IA générative. Typiquement de dire: «Bon, bah, OK, j'ai rédigé ce code-là ou j'ai ce code qui est déjà existant, mais j'ai pas de doc dessus. Bah, est-ce que je peux, générer de la doc sur ce code-là et puis avoir quelque chose qui est compréhensible? En tout cas, explique-moi comment marche ce code». Mais bien évidemment, il y a le fait d'écrire du code, qui rentre aussi là-dedans. La partie test qui est, moi je trouve assez souvent sous-estimée, mais qui apporte une valeur assez forte sur notamment la génération de jeux de données de test. On a beaucoup de choses, qu'on peut faire assez rapidement. Je veux écrire un test automatisé, je vais pouvoir tester les différentes, branches, les différents, scénarios fonctionnels, on va dire, de mon test. Je vais pouvoir générer des données de test à faire passer dans mon test pour valider tout ça et beaucoup plus facilement avec de l'IA et beaucoup plus rapidement surtout avec de l'IA parce que c'est une tâche qui est assez souvent rébarbative pour le développeur et il y a une partie aussi qu'on regarde pas trop parce qu'elle est souvent assez sensible, mais c'est la partie de déploiement. Alors ça peut être l'infra as code, mais là on rentre un peu dans la partie développement, mais ça peut être aussi notamment de l'analyse, statique, de sécurité sur le code.
vérifier que, ce qu'on va déployer va être suffisamment sécurisé, vérifier, des aspects de paramètres. Alors il y a déjà des outils d'analyse statique qui existent, mais la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est: est-ce que l'IA va permettre d'aller plus loin sur ces enjeux-là ou pas? Donc ce qu'on mesure, c'est 3 éléments. C'est la première chose, c'est est-ce qu'on gagne du temps, quand on va utiliser un outil d'IA? Est-ce que la qualité est au rendez-vous, ou est-ce que je dois repasser dessus à chaque fois? Et enfin, c'est quoi l'expérience que le développeur va avoir? Est-ce que ça améliore son expérience, sur le process? Donc, c'est un peu les questions qu'on a posées dans le sondage qu'on a envoyé à notre population d'ingé. C'est, sur ces 3 aspects-là, alors de façon plus ou moins détaillée, hein. Est-ce que vous estimez que ça vous a fait, gagner du temps? Est-ce que vous estimez que, le niveau de qualité est au rendez-vous? Et est-ce qu'en termes d'expérience de développement, ça allait à peu près? Je ne vais pas, vous faire attendre plus longtemps. Globalement, les résultats de l'étude, je les ai mis sur, 1 à 3 étoiles. Sur la phase d'idéation et conception, le temps gagné, il était assez faible à l'époque. Je pense que ça a changé un petit peu parce qu'il y a de nouveaux outils qui sont apparus depuis, mais à l'époque, c'était vraiment assez mauvais, et notamment sur la partie architecture plane. Ce que tu montrais, Simonet, justement, moi, ça me fait dire que ça a dû changer un petit peu. Hem, sur la partie niveau de qualité, c'était OK, mais pas non plus, totalement exploitable. Il fallait repasser derrière, assez fréquemment, et en termes d'expérience de développeur, c'était assez faible aussi, parce que, il y avait peu d'outils, je pense, dispo, et globalement, l'expérience développeur avait pas trop été travaillée sur ces enjeux-là. Sur la partie développement en tant que tel, là, il y avait du temps gagné assez un peu plus marqué. Globalement, nous, les retours qu'on avait des utilisateurs qui sont encore une fois très subjectifs, donc je mets ça avec des pincettes, c'est que ça leur faisait gagner à peu près 20 de productivité, le fait d'utiliser des outils d'IA. Ce qui est quand même assez, intéressant si on regarde à l'échelle, hein, sur une entreprise, voilà, 20 de moins en coût sur des devs. C'est peut-être aussi, lié à la baisse du marché du travail dont tu parlais, Greg, mais potentiellement, voilà, le fait de gagner, en productivité, bah, permet de faire ça. Moi, pour l'anecdote, à l'époque, j'ai essayé de pousser pour qu'on augmente nos TJM si on fournissait des outils d'IA à nos devs. Ça a pas trop passé auprès des clients, mais bon, voilà, on a essayé quand même. Le niveau de qualité, par contre, il était à l'époque, encore une fois, mais je suis pas sûr que ça ait beaucoup changé maintenant. Il était assez faible. Et pourquoi il était assez faible? Parce que je vais y venir après, mais il y avait des considérations, juridiques, qui étaient, assez complexes à vérifier. Et globalement, si on se penche un peu sur ces considérations-là, on se rend compte que, ce qui est proposé est, en tout cas à l'époque, était pas génial déjà en termes d'efficacité, hein, ça rentrait pas dans la conception globale du code, ça rentrait pas en termes de standards de qualité forcément dans les standards qu'on attendait. Donc, on était assez déçus, en tout cas sur le niveau de qualité. Par contre, en termes d'expérience développeur, tout ce qui était intégration des outils, à l'époque, n'a pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait effectivement à la fois la partie autocomplétion, alors dans le vibe coding, c'est de moins en moins utilisé, mais moi je trouve que c'est toujours assez intéressant d'utiliser cette autocomplétion. Mais il y avait aussi la partie chat qui, pour le coup, amenait quelque chose de nouveau dans l'expérience de développeur qui était, bien défini à ce moment-là. Donc dans les sondages qu'on a eus, encore une fois, je les remets, dans le contexte, hem il y a un vrai, boost sur l'expérience développeur, et en fait, ce boost, il vient aussi, je pense, de la partie test et débogage, parce que, notamment sur, tout ce qui était génération de données de test, mais génération de tests, écriture de tests automatisés, en fait, on gagnait un temps, fou. Sur ces aspects-là, nous, les développeurs, ils remontaient entre 50 et 60 de gain de productivité, ce qui est, quand même assez conséquent, surtout que c'est une tâche que souvent les développeurs ont pas envie de faire. Donc moi, j'aurais envie de dire, à un moment donné, il faut peut-être amener le sujet auprès des populations de dev par cet aspect-là. On va dire: «OK, les tests, ça vous fait chier, vous voulez pas y aller, bah, on va vous amener à utiliser l'IA pour vous faciliter la tâche». Comme ça, on peut aussi, avoir des KPI un peu plus élevés. Le niveau de qualité était à peu près meilleur, en tout cas d'après les retours qu'on avait, mais parce que c'est plus simple en termes de logique aussi. Je pense qu'il y a moins de considérations algorithmique sur le niveau de qualité des tests. On est plus sur des considérations de, bah, il faut tester un certain nombre de chemins différents, hem et puis, essayer de valider un maximum de cas, fonctionnels. Donc le niveau de qualité était bon et était meilleur en tout cas que, ce qu'on retrouvait sur la partie dev. Et enfin sur la partie expérience développeur, bah, là, ils étaient tous contents parce qu'ils avaient plus trop à écrire de tests. Donc, ça leur allait très bien. On vient ensuite à la partie déploiement et là, globalement, c'était assez mauvais. Pourquoi? Parce que les outils à l'époque, déjà, ils prenaient pas en compte, les contraintes
de tout ce qui allait être optimisation de CI/CD, optimisation de l'infra as code, et cetera. Je l'ai pas retesté depuis, peut-être que ça a changé, mais en tout cas à l'époque, c'était assez mauvais et sur tout ce qui était, analyse de sécurité, ça faisait pas mieux qu'un outil d'analyse statique, qu'on avait sur le marché. Donc ça servait pas à grand chose de l'utiliser pour ça versus cet aspect-là. Moi, il y a un aspect que je trouve intéressant que je sais pas trop si je le mets dans la partie déploiement ou dans la partie test et débogage, mais qui a émergé depuis, qu'on a fait cette étude, c'est la partie revue de merge request. Parce qu'à l'époque, il y avait pas d'outils pour le faire. Maintenant, il y a des codes Rabbit, par exemple, qui permettent de le faire. C'est assez intéressant parce que ça amène un contexte quand on fait une relecture de merge request, qui facilite ce travail-là pour le reviewer, qui facilite aussi le travail de soumission de merge request pour, la personne qui va la soumettre et donc à partir de là, on va avoir quelque chose qui peut être assez impactant en termes d'expérience développeur, qui je ne sais pas si ça fait gagner beaucoup de temps honnêtement, peut-être plus, à la personne qui va push, mais au reviewer pas forcément. C'est juste que comme c'est systématisé, il y a un template qui est à peu près systématisé dans l'explication de qu'est-ce que fait cette, pull request et cetera. Bah, on va avoir une meilleure expérience en termes d'interaction dans la revue de la merge request. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc si vous n'avez pas testé, des, CodeRabbit ou autres, c'est intéressant à checker. Il y a des choses, sympas à faire là-dessus. Donc, sur la partie, résultat de l'étude, on était sur un gain moyen sur l'ensemble des populations âgées. Donc on avait à la fois des juniors, des confirmés, des seniors, des plus que seniors. En moyenne, on était à 12 de gain de productivité. Par contre, si on montait un petit peu en seniorité et si en plus on allait regarder sur des gens qui avaient utilisé les outils d'IA générative depuis plus longtemps ou alors qui avaient été formés à cet usage-là, c'est ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a développé une formation pour l'ensemble des populations d'âgés. Là, on montait quasi à 30 en moyenne, sur ces utilisateurs un peu plus experts parce que, bah, il y a cette habitude en fait de l'usage de l'outil qui rentre, avec, une connaissance des écueils, de l'IA générative pour, le développement. Donc, il y avait cet enjeu-là qui était intéressant et qu'on pouvait, communiquer derrière à nos clients, alors avec, toutes les pincettes qu'il fallait qu'on mette. Mais surtout, il y avait la problématique, pour nous, de la qualité, qui impliquait que dans le processus de dev, il fallait qu'on rajoute une étape de revue. Si on utilisait de l'IA, on avait, une revue de code qui devait être systématique par un humain, en plus de, l'humain qui avait soumis le code. Donc, il y a cette étape de revue de code qui devient indispensable. Là où sur certains projets, on pouvait peut-être s'en dispenser au préalable, là, on peut plus s'en dispenser et notamment pour des considérations juridiques, j'en parle après. Hem Et sur la partie expérience utilisateur, bon, je le disais, globalement, c'est assez positif, et ça s'est amélioré avec les nouveaux outils et les nouvelles intégrations. Et en particulier sur les sujets de tâches répétitives, donc tests, ou alors la rédaction de documentation, c'est intéressant de pouvoir pré-rédiger cette documentation parce que derrière, on a juste à la corriger et ça, je trouve ça intéressant aussi. Ça encore une fois, c'est des tâches. Souvent, les développeurs ont plutôt envie de bosser sur le code, pas trop sur les tests, pas trop sur la doc. Mais pour moi, c'est des choses qui sont indispensables si on veut avoir quelque chose de qualitatif et qui tient dans le temps. Donc le fait d'améliorer l'expérience utilisateur sur ces 2 parties-là du travail, donc rédaction de tests et rédaction de documentation, c'est quelque chose qui va aussi, développer le fait de faire ces tâches-là. Parce que si c'est plus agréable pour le développeur de le faire, ben, voilà, il va avoir plus tendance à le faire. Donc je parlais un petit peu des enjeux, l'aspect juridique. Pour moi, il y a 2 aspects, dans la partie juridique. Il y a la 1re chose, c'est OK, j'écris du code. Quand j'utilise un outil d'IA générative, la plupart du temps, ça va être un outil en ligne. Malheureusement, en local, c'est pas encore assez déployé. Puis globalement, même si le RSSI prenait la décision de bloquer, l'utilisation d'outils, d'IA générative, on peut essayer d'interdire ce qu'on veut, ça va toujours être utilisé d'une façon ou d'une autre. Il y aura toujours un moyen détourné, ça va être utilisé sur un téléphone, ça va être utilisé sur autre chose. Donc il vaut mieux, je pense, arriver avec une approche de sensibilisation auprès des équipes sur ces aspects-là. Et donc, il y a cette question sur la partie juridique bah, je vais envoyer du code. Et si en plus je suis, dans une agence, par exemple, je vais potentiellement envoyer du code qui appartient à mon client, à un outil d'IA génératif. Donc là-dessus, il y a des contre-mesures qui ont été mises en place, notamment, par, Microsoft sur Copilot avec, des garanties, juridiques dans les contrats d'usage
qui protègent, entre guillemets, le fait que enfin, qui garantissent le fait qu'ils ne vont pas utiliser le code qu'on leur envoie pour les entraînements, par exemple. Donc ça, c'est une garantie juridique qui protège cette partie-là. Il y a un deuxième aspect juridique à prendre en compte, c'est la propriété intellectuelle. Parce que l'IA, elle va vous écrire du code, mais ce code, vous ne savez pas vraiment d'où il vient. Et un des enjeux, c'est est-ce que l'IA, elle va me générer du code qui est, par exemple, open source et sous une licence, contaminative, par exemple? Auquel cas, tout le code qui va être produit, utilisé par cette IA-là, si je le mets dans mon code, bah, tout mon code doit devenir open source aussi. Il y a cet enjeu de propriété intellectuelle, il est très fort aussi. Et là aussi, Microsoft avec Copilot, ils étaient arrivés avec une solution juridique, parce qu'ils ne pouvaient pas le prévenir techniquement. Ils ont un filtre technique qui n'est pas garanti en fait, mais ils ont un filtre juridique qui est de dire, bah, si jamais vous avez un problème de propriété intellectuelle sur votre code, on vous garantit un remboursement, des frais juridiques associés. Donc c'est un truc typiquement contractuel. Alors il faut être sur la version enterprise de Copilot, mais voilà, ça permet de rassurer, quand on est en agence, ça permet de rassurer les clients. Donc c'est important. Donc c'est les 2 principaux aspects, juridiques qu'il faut avoir en tête et je pense qu'il faut sensibiliser les personnes qui utilisent, les outils d'IA générative à ces aspects-là. La partie qualité, on en a parlé tout à l'heure, c'est un peu le même sujet, donc il faut faire attention à bien faire des revues systématiques, que ça soit sur la partie, code produit ou sur la partie, documentation, enfin tous les aspects qui sont produits par l'IA générative, même si c'est, de la création graphique, typiquement. Et il y a un aspect de sécurité, donc il y a la fuite de code, donc on avait vu sur les aspects juridiques, mais qui peut être aussi un enjeu de sécurité. Il y a la possible introduction de failles de sécurité dans le code produit, donc c'est aussi là que la revue devient importante. Et il y a aussi une autre, il y a aussi un aspect d'utiliser des outils qui sont, entre guillemets «ouverts au public». J'ai une anecdote moi sur, une, je réfléchis sur est-ce que j'ai le droit d'en parler et dans quelle mesure j'ai le droit d'en parler? Parce que c'est quand même un problème un peu sensible. Donc je vais anonymiser, le sujet. Hem, mais, mais ouais, non, c'est une anecdote sur, dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres, à un moment donné, des membres d'équipe vont utiliser un outil d'IA générative public. Heu, mais il se trouve que, il peut y avoir d'autres personnes, d'autres agences qui répondent au même appel d'offres, sur ce même outil, qui regardent un peu ce qui se passe et qui commencent à voir un petit peu, bah, comment est-ce que cette entreprise va répondre à l'appel d'offres et donc «contrecarrer» entre guillemets dans la réponse, parce que, bah, finalement tout ce processus de travail, il va être devenu public et soumis, à n'importe qui. Donc c'est là où la sensibilisation, en fait, elle devient importante auprès des équipes. C'est à dire, bah, si vous utilisez des outils, vous pouvez le faire, essayez d'utiliser ceux qui sont, sanctionnés par, l'entreprise, autorisés par l'entreprise, dans la mesure du possible. Et si vous devez utiliser d'autres types d'outils, vous pouvez dire, bah, dans ce cas-là, utilisez d'autres types d'outils, mais pas sur des projets clients ou pas sur des projets de l'entreprise. Ça peut être sur du test, sur des prototypes, voilà. L'approche de l'interdiction, le problème, c'est qu'effectivement, elle va toujours être bypassée. Donc, la sensibilisation est probablement une meilleure approche, dans ce sens-là. Et j'ai pas fait de slide de fin parce que j'ai fait générer mes slides, par, une IA aussi et que j'ai pas pensé à faire une slide de fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je suis à votre écoute. Yes. Merci pour après déjà, la partie, propriété intellectuelle, je trouvais ça, assez intéressant. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas où une entreprise aurait attaqué une autre parce que du code généré, parce que il y a beaucoup de, actuellement, il y a beaucoup de procès avec OpenAI sur, ben, justement, où ils ont entraîné des modèles sur, de la propriété intellectuelle où vous avez pas le droit. Mais le cas spécifique où tu as dit où, ben, je vais utiliser, ChatGPT, ça va m'écrire du code qui est en fait copyrighté ou quoi? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas comme ça? Parce que pour moi, ça me semble quasiment, enfin, à part peut-être des patterns trolls ou dans ce style-là, genre ça me semble quasiment un exemple impossible à prouver, genre parce que souvent le code il va être fermé, Mmh. ben, dans mon application, dans mon entreprise, le code va être fermé, donc je vois le cas difficile, En fait, là, il y a 2 aspects. D'une part, le cas de la fuite du code, ça, il y a déjà eu des cas de mmh, mémoire. Je pourrais pas te les citer parce oui, que je les ai pas en tête, mais la fuite de code oui, produit sur, une IA, que ce soit, j'ai copié-collé mon code dans ChatGPT et il est ressorti après. Voilà, ça on l'a déjà vu, c'est sûr. La génération, de code, il y a j'ai pas de cas en tête. Le problème, c'est que c'est un risque et le risque, il coûte.
C'est-à-dire que si tu veux, la problématique derrière, c'est, tu le mets dans un code privé, il faut que, l'entreprise qui a produit le truc en open source natif, qui est même pas une entreprise la plupart du temps, elle aille checker ton code. Ce Oui. qui est compliqué. Il y a quelques boîtes qui l'ont fait, je crois Oracle par exemple, mais peut-être pas sur des sujets d'IA. Mais par contre, ça peut venir et le jour où ça vient, bah, tu peux être embêté. Ça, c'est la première élément de réponse. Deuxième chose, par contre, c'est en termes de sécurité. Il commence à y avoir des attaques sur des repos, GitHub open source, par exemple, où ils vont, mettre du code dans des issues, GitHub pour te faire générer sur ton outil, ton IDE, des éléments qui vont te foutre des failles dans ton code. Donc, tu vois, même si, on n'a pas forcément, cette, historique d'attaque, enfin d'attaque, de pattern troll, on va dire, IA, ça peut arriver déjà via des issues GitHub, potentiellement, mais ça peut arriver aussi sur des failles de sécurité. OK. Merci. Merci pour cette presse et je trouve que c'est important de justement, élargir un peu le scope de, comment quelle est l'influence de l'IA sur le métier de dev et qu'on se focalise pas uniquement sur la production de code elle-même. Une première question que je me posais, c'est pourquoi ne pas avoir, inclus finalement dans le scope de la recherche, toute la partie post-déploiement, de monitoring, de la gestion des incidents, qui sont aussi des on va dire des pains réguliers pour les développeurs? Ouais, c'est une très bonne, question. Pourquoi on l'a pas fait? Je pense parce qu'on n'y a pas pensé, très simplement. Maintenant, moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, globalement, il y a ils les outils d'IA, ils sont intégrés par les outils d'APM, sur ce que j'ai vu. Donc, typiquement, Datadog a commencé à intégrer des analyses IA sur les logs et cetera. C'est des choses qu'on avait fait dans la réflexion, en fait, au tout début. C'est juste qu'on l'a pas testé, on l'a pas expérimenté. Donc, en gros, pour expliquer la méthodo, on a commencé par mettre ensemble, disons les représentants de chacune des expertises qu'on avait dans l'agence. Donc il y a à la fois des développeurs back, des développeurs front, des DevOps, des spécialistes du cloud et cetera. Hem et on a fait ce qu'on appelait la développeur de journée. Donc on a mappé, le parcours du développeur de bout en bout, y compris sur la partie exploit. Donc là, on avait identifié qu'il y avait des sujets sur l'analyse de log. C'est juste qu'il y avait déjà des outils qui existaient et en fait dans le cadre de notre étude, je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est pas rentré en compte, c'est que, on différenciait enfin c'est un des enjeux qu'on voulait mesurer, c'était la productivité et finalement la productivité de développement d'une tâche, la partie ops, elle arrive plutôt après. On est plutôt sur les sujets de maintenance, mais ça pourrait être intéressant de voir s'il y a des gains en termes de qualité, notamment sur la partie maintenance. Prédictibilité, je pense qu'il y a des choses à faire. Enfin, il y a des choses qui sont faites par les APM. Donc, ouais, c'est super intéressant de le faire. Après, j'essaie de réfléchir si dans la partie développement infra as code, il y a des sujets, mais je n'en vois pas de différents de ceux qui sont aujourd'hui sur la partie dev, pure, quoi. C'est les mêmes sujets. OK, merci et peut-être si je peux en profiter pour avoir une, une 2e question. Hem, Selon toi, finalement dans le process de dev, on va dire, classique d'un software, on se projette un petit peu l'impact de l'IA, qu'est-ce qui risque de faire totalement, de totalement transformer, de faire, quelles sont les étapes qui risquent de disparaître même? Aujourd'hui, bon, l'écriture du code, ça va devenir, obsolète, potentiellement, les idées vont disparaître. Enfin voilà, on sent que c'est on va au-delà de juste d'optimisation dans le process et il y a des étapes qui sautent carrément. On voit aussi maintenant tout ce qui est la paralysation, des agents. Quand on pousse ça un petit peu aux extrêmes, à quoi on peut s'attendre selon toi? Alors là, c'est mon opinion, hein, donc je vais rentrer un peu dans le dur. Pour moi, l'IA générative, c'est la génération de la médiocrité. Médiocrité, pas dans le sens, négatif du terme, mais dans le sens c'est très moyen. C'est-à-dire qu'on va arriver sur, une moyenne de qualité, globalement. À un moment donné, les développeurs, ils vont toujours être nécessaires pour produire du code de plus haute qualité, pour challenger ces enjeux-là. Et je pense que, les outils d'IA générative qu'on a aujourd'hui, ils vont plus aller challenger les outils de low code et de no code, type un WordPress, par exemple, que, aller challenger de la production de règles métiers un peu complexes, que aller challenger, la recherche d'enjeux de performance.
qu'aller challenger des choses qui nécessitent un petit peu d'expérience terrain, en fait, que je retrouve pas aujourd'hui sur une IA générative. Tu vois, quand je pose une question d'architecture, je vais avoir un super benchmark, ça c'est top. Typiquement, toute la partie conseil technologique, benchmark, ouais, j'utilise Perplexity beaucoup aujourd'hui. C'est génial, ça me permet d'avoir une analyse, enfin ça fait un peu la partie planning dont tu parlais tout à l'heure. Mais derrière, sur l'implémentation, le fait de savoir que c'est plutôt sur du cloud ou sur du self-hosté que je vais avoir des meilleurs rapports de perf ou alors des meilleurs enjeux de contrôle de mes coûts, et cetera. Je peux avoir des avis d'analystes, et cetera, mais finalement, c'est l'expertise qui va me permettre de dire: «OK, pour tel projet, il vaut mieux que j'aille sur du self-hosté ou sur du cloud». Et la réalisation du self-hosté, elle va chercher un peu plus loin, tu vois, que juste un outil d'IA générative. Tu peux pas dire à une IA générative: «OK, connecte-quoi», enfin, peut-être, tu peux pas aujourd'hui, peut-être que demain tu pourras le faire, mais connecte-toi à ma console AWS et tu me mets tout en Kubernetes Terraform pour que je puisse le self-hoster sur un autre sujet, quoi. Hem, Ça va pouvoir le faire à un moment donné, mais il faudra déjà que quelqu'un ait fait la console AWS, tu vois? Et cet aspect-là, je pense il y aura toujours de la créativité et c'est ce qu'on va garder dans le métier de développeur, c'est notre créativité. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la présentation avec les métriques détaillées, etc. Et je vais essayer peut-être de faire ma réponse à ta question. Tu as un peu anticipé ma question. En fait, donc cette étude est très intéressante, mais je vais faire un reproche constructif. Elle est très en silo. Donc c'est vraiment que le process de développement en isolation. Elle est très orientée centre de coût. Donc c'est très le modèle factory en fait. Et justement, on se rend compte que sur le marché, c'est de plus en plus dur pour les développeurs. On n'arrive pas à négocier les TJM alors qu'on croit avoir des bons arguments. Et pour moi, c'est qu'en fait, enfin, c'est normal, les développeurs, on est tous très mauvais pour se marketer, pour marketer la valeur qu'on produit. Et donc, pour moi, ce genre d'études d'impact ou de remise en question de processus existants, etc., en fait, il faudrait connecter directement avec le business et évaluer enfin, c'est définir différentes métriques business, time to market, impact sur le churn, etc. Et en gros, profiter de tout ce reshuffling pour justement essayer de se repluguer au plus possible sur les flux de valeur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as... Alors, tu n'as pas présenté parce que c'était ton mandat pour ce projet à cet instant T. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ou que tu comptes faire On l'a pas fait. Est-ce que je compte le faire? Pas forcément. Après, pour te donner un premier élément de réponse peut-être, et ça, c'est encore une fois, c'est une opinion, qui est subjective, qui est pas du tout basée sur des faits, mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que le développeur IA, il est très bien sur des sujets à petite échelle. Et j'entends petite échelle, par exemple projet de start-up, et cetera. Par contre, à partir du moment où on va rentrer dans des sujets un peu plus, contraints en termes de, compliance, par exemple, en termes de sécurité, en termes de travail en collaboration, ça devient plus difficile à intégrer, ces outils-là. Donc, je me pose la question de, est-ce que et je pense d'un état à date, je sais pas vers où ça va. Peut-être que demain, ça va s'intégrer mieux à des process, un peu plus institutionnalisés. Dis Mais, typiquement, moi, pour vendre des sujets, sans IA, je vais chercher les grosses boîtes, quoi. disclaimer, je suis dans l'accélérateur de BNP Paribas et on est en train de regarder ça. Ouais, bien sûr, mais Même dans les environnements régulés, oui, mais Enfin, régulé, mais ouais. accélérateur, donc tu vois, tu es quand même plutôt sur le plus petit projet. Avec une vision prod long Ouais. terme. On n'y est pas, hein, je Non, vais bien pas sûr. faire de fausses pubs, mais voilà. Mais, oui, non, mais je pense que il y a des enjeux, enfin, la partie compliance sur l'IA, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mature. Ça veut pas dire que ça va pas l'être demain, hein, mais, aujourd'hui, je pense que c'est pas mature. Parce que tu as ces enjeux de sécurité, qui sont, assez critiques, en particulier en finance. On incube des startups qui. Ouais, bah, très bien. Merci. Je veux dire, ça va peut-être arriver demain et je serais ravi que ça le fasse, hein. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, c'est tout. Ah, Marie qui est planquée. J'en ai toujours. Dans ton étude, donc, tu as montré une slide où on parlait notamment de, tu vois, les étoiles, sur quelle étape, etc. Donc, mon expérience
la valeur ressentie, le niveau de qualité est extrêmement corrélé à la compétence de la personne dans l'usage d'IA et aussi souvent à sa maturité par rapport au sujet. Donc les équipes, j'en vois souvent qui savent pas faire de la bonne conception. Déjà, elles seront pas bien promptes à l'IA, etc. Donc, est-ce que tu vois dans la répartition des populations qui ont eu une meilleure notation pour certaines tâches? Et à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence et quels sont peut-être les power users que tu as observés versus les gens qui sont un peu moins efficaces? Sur la partie, notation de la qualité, puisque c'était un sondage, effectivement, je pense que, de mémoire, puisqu'on n'a pas fait une analyse vraiment, sectorisée, parce qu'on ne voulait pas discriminer aussi les personnes qui répondaient au sondage, mais, de mémoire, effectivement, la notation sur la qualité, elle était plus critique côté senior, et plus senior, que côté, plus junior. Par contre, moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est que la notation sur la productivité a été beaucoup plus optimiste côté senior que côté junior. Et la partie expérience développeur aussi. Donc, vraiment, il y a l'aspect qualité, effectivement, la senior était plus critique. Par contre, sur la partie, temps gagné et expérience développeur, ils étaient plus optimistes. Et donc tu fais la différenciation en fonction du niveau de seniorité de la Ouais. personne, Ouais. pas forcément, sur la stack ou sur le niveau de Pour le coup, familiarité avec c'était l'IA, ce assez, genre de choses? alors, si, il y avait une différence parce que sur certaines technos, les outils d'IA supportaient pas ces technos-là. Donc, par exemple, on a une équipe Go, à l'époque où on a fait le test, GitHub Copilot supportait pas trop. C'était compliqué, quoi. L'expérience développeur, forcément, était moins bonne. Mais après, sur les autres sujets, c'était assez homogène. Vous voulez pas manger, les bords de la bière, quoi? Non. En plus, elles sont pas trop mal. J'ai garanti. Non, j'avais une question. J'avais lu une autre recherche similaire à la tienne, qui jetait une autre axe, que peut-être c'est intéressant à creuser, qui est celle du sens d'accompli, du coup, de sens de réalisation personnelle lorsqu'on utilise l'IA. Et je ne sais pas si, entre les lignes, tu as pu avoir quelques signaux ou pas. Alors, on n'a pas mesuré ça précisément, c'est sûr. Est-ce que, je pense que là où j'ai eu le plus, l'effet waouh, on va dire, c'était sur la rédaction de tests. Hem, Sur la partie écriture de tests, génération de cas de tests, ça a été assez unanime déjà, quasiment tout le monde m'a remonté ça, y compris les développeurs Go, qu'il y avait un vrai gain sur ces aspects-là. Hem, donc je pense que, ouais, en termes de et puis, c'est finalement un sentiment de travail accompli parce que tu finis ta tâche plus rapidement grâce à ça. Donc c'était pour rejoindre un peu ta question, mais je ne sais pas si ça répond totalement, mais ouais. Effectivement, la recherche, alors qui date désormais d'il y a quelques mois, disait que, enfin, selon le bench qu'ils avaient, les développeurs avaient le sentiment d'être moins utiles, en fait. Du coup, au sens de presque je sais pas comment dire, hein, mais de ne se sentir pas vraiment utile, ou plus vraiment utile, en fait. Du coup, de perdre un peu le sens du Ouais. quotidien. Oui, c'est un peu comme si tu te mettais à travailler sur une chaîne de production, quoi. Ouais, exactement. Ouais, je peux comprendre, sincèrement, je peux comprendre. Hem Et à part, en fait, la problématique que je vois pour moi, elle est plus sur, pour avoir un sentiment d'accomplissement, je pense qu'il faut être senior. Je pense qu'il faut avoir de l'expérience pour réussir à valoriser ce truc-là. J'ai peur, en fait, l'aspect, moi, qui me fait peur, c'est la formation des ingés. Parce que, les plus juniors, ils vont commencer à bosser avec de l'IA, ce qui est normal, je veux dire, ça leur permet d'aller plus vite. Est-ce qu'ils vont apprendre? Ça, je sais pas. Peut-être que oui, hein, je veux dire, peut-être qu'ils vont apprendre sur le tas et peut-être qu'ils vont aller plus loin, mais je pense que le métier de dev, effectivement, va changer. On va plutôt être sur des personnes qui vont être hybrides entre de la compréhension tech et du product management peut-être. Hem Et encore le product manager, on peut le remplacer. Voilà, je pense qu'il y a le côté orchestration. La complexité, elle est toujours dans les relations humaines au final. Exactement, À un tout moment à fait. donné, il faut réussir à communiquer avec un client ou avec un utilisateur. Et donc, cette communication-là et faire cette traduction finalement, d'un échange entre un client ou un utilisateur et puis, une machine, va peut-être rester.
Est-ce que par contre, certains d'entre nous n'ont pas choisi le métier de dev parce que finalement, on doit que dialoguer avec la machine, qui est plus rassurant que dialoguer avec le copain chiant d'à côté? Alors, j'en connais quelques-uns, effectivement. Mais ouais, non, je sais pas s'ils vont, dans quel sens ils vont évoluer. On verra. Je pense qu'il y a aussi, il y a une grosse partie des utilisateurs et des populations qui, même des clients, on va dire, qui vont rester legacy. Je veux dire, on code encore en COBOL aujourd'hui, hein, donc on a le temps pour certaines populations de dev de voir venir. Merci. Merci Hugo. Merci à vous.